Bonjour, je suis Svetlana Duprier. Je travaille dans le département d'accès au financement du Fonds mondial. Cela fait plus de 10 ans que j'ai rejoint le Fonds mondial et je suis vraiment contente d'inaugurer maintenant ce webinaire et de partager avec vous des informations sur le nouveau cycle de financement. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons avoir ce webinaire sur la préparation pour ce cycle de financement. Et nous allons parler surtout des portefeuilles ciblés et nous allons surtout parler des demandes de financement adaptées aux portefeuilles ciblés. Alors, il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations que nous allons couvrir. Avant de commencer, avant de parler des formulaires et des annexes, nous allons voir les critères qui sont importants dans chacune des parties. Ensuite, nous allons parler de la démarche de demande et nous allons mettre l'accent sur les domaines ou les sections principales. Ensuite, nous allons passer en revue les annexes qui sont les mêmes pour les deux approches. Et puis, nous allons également regarder d'autres annexes qui sont également importantes dans le cadre de la démarche de transition. Gardez à l'esprit que vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Moi-même et mon collègue David présenteront et faciliteront la session, mais nous avons également d'autres collègues qui vont pouvoir répondre à vos questions et nous allons prendre également d'autres questions à la fin. Donc voilà, c'est parti. Avant de rentrer dans les détails de notre présentation aujourd'hui, nous aimerions vous rappeler que les préparations de ces nouveaux matériaux ont commencé par vous écouter. Nous vous avons écouté dans les équipes pays. Nous avons reçu 1200 réponses à un questionnaire que nous avons envoyé, ou plusieurs questionnaires que nous avons envoyés, et les réponses n'ont pas seulement été positives par rapport au processus de demande, mais aussi au formulaire. C'est pourquoi nous ne voulions pas créer une révolution, mais une évolution. Nous vous avons demandé plusieurs questions et nous savons que remplir ce type de demande exige beaucoup de travail et nous avons fait de notre mieux pour simplifier les choses là où ceci est possible. Surtout pour les portefeuilles ciblés, nous savons qu'il y a beaucoup de questions euh, qu'il faut répondre et il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Nous essayons de trouver des manières utiles pour pouvoir faire la différence, faire la part des choses. Nous avons donc écouté votre feedback, votre retour, et en même temps, nous avons une nouvelle stratégie qui est très ambitieuse. Et voilà, nous savons que vous devez faire attention à beaucoup de choses dans notre portefeuille. Et donc, il faut essayer de trouver l'équilibre dans tout ce qu'il faut faire, mais nous voulons que vous sachiez que nous vous écoutons, nous sommes toujours à votre écoute et vous allez voir que nous avons tenu compte de votre feedback dans les différentes approches et démarches. Alors, un rappel, ici, nous allons parler des portefeuilles ciblés, donc adaptés aux portefeuilles ciblés, adaptés à la transition, donc ce carré rouge. Et nous avons eu donc d'autres sessions, comme ceci a déjà été dit, et les enregistrements sont disponibles sur iLearn si jamais vous avez besoin de les regarder. Alors, par rapport aux demandes adaptées portefeuille ciblé, ceci, c'est pour les euh, pays qui sont classés dans le portefeuille ciblé selon le cadre de classification des portefeuilles du Fonds mondial. Donc, ceci est euh, spécifiquement ciblé pour les portefeuilles ciblés. Alors, adapter à la transition sera applicable pour les pays selon des critères spécifiques, comme vous pouvez le voir dans le carré en bas. Les pays ne peuvent pas quitter cette démarche, c'est-à-dire lorsqu'il y a une composante de pays qui est financée dans le processus actuel, quand ceci n'est pas admissible, eh ben, ceci va entraîner des changements dans l'admissibilité. Généralement, ceci, c'est pour une période d'allocation. Là, ce type de subventions doivent être basées sur le plan de travail pour la transition. Donc ici, dans ce texte, vous voyez qui doit utiliser ce type de démarche, d'approche et quelles sont les conditions spécifiques. Donc, je ne vais pas tout lire. Vous avez toutes les informations ici sur la diapositive concernant voilà, donc les composantes des pays qui reçoivent actuellement un financement de transition, et ainsi de suite. Et puis aussi,
les pays qui vont passer à un stade de revenu élevé. Et puis, les pays à haut revenu ne sont pas admissibles indépendamment de leurs charges. Les pays à charge à revenu moyen peuvent être admissibles pour une composante, mais inadmissibles pour d'autres. Donc, voilà, l'admissibilité au financement dépend des composantes et non pas tellement des pays. Slide suivant. Alors, la stratégie du Fonds mondial, euh, c'est la nouvelle stratégie qui a été approuvée. Vous avez vu probablement ce diapositive avant qui montre donc la stratégie, parce que ce n'est pas la première fois que nous parlons de notre nouvelle stratégie au Fonds mondial, mais maintenant, j'aimerais que vous la regardiez depuis une autre approche. La stratégie n'est pas le point central de cette session, mais nous vous encourageons également à consulter nos autres présentations et matériel de formation. Ici, nous introduisons certains des nouvelles icônes concernant cette nouvelle stratégie et nous allons vous les expliquer pendant la présentation. Là, tout simplement pour nous, il est important que vous compreniez les liens créés entre la stratégie du Fonds mondial et les nouveaux matériels de candidature. Et ici, vous pouvez voir également quelles sont les attentes et les résultats concernant le nouveau cycle. Et puis, les icônes que vous voyez à droite de l'écran, vous allez les revoir pendant notre présentation. Nous allons vous les expliquer lorsque nous allons parler des conditions de demande, d'application, etc. Les domaines d'intervention, sur le formulaire, vous allez voir là le formulaire. Ici, c'est marqué les différents domaines d'intervention. Ici, est marqué en jaune. Le but pour introduire ce domaine d'intervention, c'est de vous aider pendant vos discussions avec l'ICN et vos partenaires, puis pour aider aussi les pays qui ont des portefeuilles petits ou des portefeuilles ciblés. Et parce que nous ne devons pas tout financer, mais nous voulons vraiment avoir un impact sur les zones critiques, les domaines critiques. Donc, si nous avons déjà un domaine de financement, nous pouvons vous aider à renforcer le dialogue dans votre pays. Et donc, comme cela, nous espérons pouvoir vous aider à planifier vos révisions. Ceci va demander des conversations sur ces différents domaines d'intervention, sur quels devraient être ces domaines d'intervention. Et c'est une conversation qui doit se produire entre les représentants des pays, l'ICN et l'équipe pays. Maintenant, déterminer les domaines d'intervention. Les ICN devraient commencer déjà à parler avec les équipes pays et leurs partenaires clés sur ces principaux domaines d'intervention. Tout ceci sera documenté sur la lettre d'allocation ou d'autres correspondances que vous tiendrez avec le Fonds mondial et nous espérons que vous avez dû recevoir cette lettre au début de votre dialogue et comme cela, vous serez sûr que vous avez le bon focus. Diapositive suivante. Merci. Maintenant, le processus de dialogue au niveau du pays, c'est-à-dire, ceci montre comment toutes les parties prenantes impactées par ces trois maladies se rassemblent pour passer en revue les progrès, les challenges et pour se mettre d'accord sur la meilleure manière d'avancer pour lutter contre les trois maladies dans le contexte de ces domaines d'intervention définis, pour mieux focaliser la stratégie également. Ce processus est porté par les ICN plutôt et ceci doit aller au-delà des ICN. On doit inclure des membres au-delà de l'ICN, des membres de la société civile, des groupes de personnes touchées, voilà, pour avoir le plus grand impact dans la lutte contre ces trois maladies. Ceci est un principe clé de notre Fonds mondial, vous le savez déjà. La nouvelle stratégie du Fonds mondial a introduit certains changements stratégiques qui ont résulté dans de nouveaux annexes pour justement consolider la stratégie. À droite, vous voyez les résultats attendus à l'étape de la demande de financement. Si vous n'avez jamais vu ça avant, eh bien, veuillez reconsulter la formation sur le dialogue au pays. L'enregistrement est disponible aussi.
ainsi que certaines actualisations depuis ces dialogues, par exemple la répartition de programmes. Ceci n'est pas nécessairement un résultat du dialogue au pays, mais c'est quelque chose qui doit être informé justement par le dialogue pays. Finally, we get to the forms themselves. Finalement, nous en arrivons au formulaire. Avant de continuer, nous aimerions mentionner les instructions et insister sur le fait que cette lettre est vraiment très importante. Il est important de bien lire les formulaires parce que les nouveaux formulaires ne peuvent pas être remplis sans les instructions. Alors, je vous demande de bien vouloir les lire. Euh, Ici, vous avez ce formulaire de candidature. Pour répondre à chaque question, nous avons des éléments spécifiques ici en rouge, par exemple, et c'est des choses auxquelles vous devez répondre. Chacun des éléments demandés, sinon, ne seront pas considérés. Diapositive suivante. So for each instruction, you will Pour see chacune des instructions, vous allez voir les éléments de question, des questions qui doivent toujours être répondus pour que la question soit considérée comme complétée. Vous avez ensuite des détails qui doivent également être considérés ou mentionnés quand vous répondez à l'élément de la question. Veuillez faire attention particulièrement à ce qui vous est demandé dans les détails, car bon, ceci est expliqué dans les instructions, mais quand on vous dit d'écrire ou d'indiquer, eh bien, nous vous demandons de bien vouloir fournir des informations et ainsi que pour les différents domaines de considération, veuillez répondre exactement à ce qui vous est demandé. Et nous allons parler de ces questions. Nous vous encourageons à bien vouloir lire à l'avance les instructions. Ceci est déjà disponible sur notre site web. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez ouvrir les formulaires juste après cette session. Et donc, vous devez vous assurer que vous comprenez exactement ce qui vous est demandé de faire ou de répondre. funding request form. Section Alors, 1. la section 1, c'est la demande de financement. You might have seen this before. Vous avez dû voir ça auparavant. C'est donc la demande de financement et de justification. Tout d'abord, pour les formulaires de transition, nous commençons par la justification, c'est-à-dire ce qui est demandé et pourquoi dans la période d'allocation et au-delà. Ensuite, pour ce qui est du contexte pays, nous nous concentrons sur ce qui est nouveau, ce qui est différent depuis la dernière fois, les leçons qui ont été apprises et quels sont les changements au niveau des résultats. Alors, question 1.1. C'est un, disons, ce tableau vous demande de présenter des informations au niveau des interventions. Cela veut dire que pour tous les différents types d'interventions, enfin, tous les différents types d'interventions doivent être montrés ensemble. Par exemple, l'intervention peut être le programme de préservatifs et de lubrifiants. Vous pouvez avoir différentes catégories, donc travailleurs sexuels, hommes qui ont du sexe avec des hommes. Eh bien, tout ceci doit être montré ensemble, comme une seule intervention sur le tableau. Ceci peut être différent d'autres cadres, du cadre précédent où les interventions étaient classées par population. Mais le fait d'inclure ces informations au niveau modulaire agrégé comme cela, eh bien, ceci nous permettra de faire une révision par paire de la demande et ceci doit s'aligner avec différents domaines d'intervention ciblés avec donc ce qui est marqué sur la lettre d'allocation ou les autres correspondances. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré une partie jaune qui était soulignée. L'exemple, non, oui, finalement, nous voulions dire aussi que nous allons mettre à jour également les formulaires probablement en novembre ou vers la fin de l'année, cette année, afin de changer l'axe des tableaux. Donc, voilà, faites attention à cela. Ce n'est pas un changement de contenu, en fait, mais c'est plutôt pour faciliter la lisibilité de ces tableaux. Maintenant, paiement en fonction des résultats. Le paiement en fonction des résultats est une modalité à travers laquelle le Fonds mondial fait les paiements en fonction de la vérification des résultats atteints. Cette approche nous permet d'avoir une utilisation flexible des subventions. Ceci n'est pas basé sur le monitoring, mais sur les résultats. Lorsque vous allez répondre à cette question, les candidats doivent considérer ceci seulement au niveau du programme. Tout
de l'utilisation de paiements par incitation sur des bases individuelles, ceci ne doit pas être inclus ici. Tout cela doit être inclus dans la section 3 sous la rubrique arrangement d'implémentation. Si vous n'utilisez pas de cette modalité de paiement en fonction des résultats parce que ce n'est pas utilisé partout, ni dans tous les portefeuilles, eh bien, veuillez donc oublier ce tableau et répondez, nous n'utilisons pas ce type de modalité de paiement. Section 1.2, contextual rationale. This Maintenant, section la section 1.2, justification contextuelle. Ceci est vraiment important. Le but est de mettre en rapport exactement ce qui est demandé avec ce qui a changé dans le pays depuis la dernière fois qu'on a analysé cette demande pour cette composante. Donc, les candidats ne doivent pas tout répéter depuis la dernière fois, depuis le début du financement, mais seulement vous devez vous concentrer sur ce qui est vraiment différent, ce qui a changé, quels sont les domaines de changement ou les changements dans des communautés. Les interventions priorisées ou hiérarchisées peuvent être reliées à la table précédente, au tableau précédent. Et pour votre référence, vous devez regarder ou attacher d'autres documentations pour mieux répondre aux questions. L'exigence de ciblage de la demande. Eh bien, là, on parle d'exigences spécifiques et ces exigences de centrage de la demande, cela demande aux demandeurs de parler des populations vulnérables et des interventions de plus grand impact dans un contexte épidémiologique défini. Et ces exigences sont expliquées dans le guide et dans le guide SDC, et puis les exigences spécifiques au pays doivent être également référencées dans la lettre d'allocation. Les fonds de contrepartie. Eh bien, cette section correspond seulement aux demandeurs qui demandent et qui reçoivent des fonds de contrepartie. Si vous n'en recevez pas, vous ne devez pas répondre à cette question. Et si vous recevez aussi des subventions plus que les fonds de contrepartie, vous devez également répondre. Et les conditions, donc, c'est que pour répondre, il faut avoir reçu des fonds de contrepartie et les orientations sur les fonds de contrepartie seront publiées prochainement. Section numéro 2. Maximiser l'impact. Eh bien, de quoi s'agit-il? Là, on parle d'un alignement spécifique et stratégique de cofinancement, de pérennité, de transition. Et ceci est spécialement important pour les portefeuilles ciblés de par leur nature, c'est-à-dire il y a un investissement limité. Alors, cet investissement doit bien sûr correspondre à un impact. Et il ne doit pas porter sur chaque domaine de la stratégie, mais plutôt doit être ciblé. C'est-à-dire que le focus de cette section, c'est sur le programme. Question 2.1. C'est les rapports avec le NSP et les objectifs, les buts et objectifs nationaux, mondiaux, qui sont critiques. Il faut considérer que le programme soit aligné avec les critères de révision des pairs. Alors, il faut établir ce lien et bien sûr, cette question se rétrécit aux domaines d'intervention qui sont indiqués dans la lettre d'allocation. C'est-à-dire que tous les demandeurs, par exemple, devront faire attention à l'impact sur l'environnement du programme dans lequel on investit. Si le centre de cet investissement est la prévention pour la population vulnérable, alors l'impact doit être mesuré au niveau du programme qui porte sur la prévention de l'impact sur la population vulnérable. Et l'impact environnemental pour la population générale, dans ce cas-là, ne devrait pas être envisagé.
Il faut également prêter attention à ce qui est demandé dans la colonne des détails, parce qu'il y a beaucoup de considérations, il y a beaucoup d'envisagements, mais il y a des points spécifiques qu'il faut adresser. Et ça, c'est ce sur quoi il faut se centrer. Maintenant, 2.2.a, la pérennité. Les demandeurs, eh bien, on ne va pas leur demander de spécifier tous les accomplissements en termes de pérennité, mais plutôt les plus importants accomplissements et détailler comment ils vont travailler afin de maintenir cette pérennité. Et on vous demande de considérer aussi différentes dimensions de la durabilité ou pérennité, comme par exemple le financement, la santé, les systèmes communautaires, les gouvernements. Et les ressources clés sont très importantes pour les demandeurs. Et il faut également compter sur les guides pour les demandeurs. Le cofinancement, ce n'est pas une nouvelle section, c'est sans doute quelque chose que vous aurez vu par le passé, mais c'est simplement pour insister sur le fait que cette section se centre sur comment arriver à ce cofinancement par rapport aux engagements de cofinancement pour la période 2020-2022 et comment mettre en évidence d'autres investissements nationaux dans les ripostes nationales et les domaines programmatiques. Il est important de considérer les exigences de cofinancement dans la section de la lettre d'allocation spécifique. Il est important de dire aussi que les demandeurs doivent inclure les lettres d'engagement si elles sont disponibles. Suivant. Financement innovant. Eh bien, pour cette section, vous devez seulement la décrire si cela est pertinent. Ces financements innovants incluent les modalités spécifiques concernant les méthodes de financement innovants liées à la présente demande de financement, en traitant particulièrement du financement mixte, des financements conjoints et de l'initiative Adapt to Health. Section 3, mise en œuvre. Eh bien, cette section, elle porte, vous avez vu qu'il y a 3 sections. Cette section finale, la section 3, elle porte sur l'efficacité de mise en œuvre et comment les interventions sont efficacement mises en œuvre. Et il faut penser à la mise en œuvre, à son efficacité par rapport aux communautés des programmes et l'atténuation des risques pour les programmes et les populations en alignement avec la politique. Il y a différentes questions aussi qui portent sur les risques associés au fait de ne pas avoir un bon rapport qualité-prix de l'intervention. Et puis, comme cela a été dit, par rapport au paiement en fonction des résultats, eh bien, les paiements par incitation doivent être discutés ici aussi. Et vous devez noter qu'il y a des questions spécifiques, des éléments de la question qui portent sur le paiement par incitation. Mais vraiment, ces accords de mise en œuvre et les risques doivent être abordés dans cette section. Et ceci est également détaillé sur les instructions. 3.1, accord de mise en œuvre. Ceci est un domaine très, très important pour de nombreuses considérations qui portent sur l'efficacité, l'efficience de la mise en œuvre et de l'intervention. Justement parce qu'il y a un financement limité pour les portefeuilles ciblés. Et c'est pour cela que cette section est une section clé. Justement pour le comité technique d'examen. Parce que, bien sûr, comme je l'ai dit, eh bien, c'est l'importance de cette section. Maintenant, les organisations communautaires. Eh bien, on a déjà vu que ces organisations communautaires sont les mieux placées pour arriver à des populations marginalisées ou criminalisées, des populations vulnérables dans le contexte, par exemple, du VIH. On parle de 80% des personnes infectées. Et par conséquent, tout ceci est critique. Cette section est importante parce que cela permet
au mécanisme de coordination du pays de refléter le rôle des organisations communautaires. Et les candidats sont priés de considérer explicitement les avantages financiers et les coûts du fait d'utiliser les organisations communautaires plutôt que d'autres partenaires. On leur demande aussi aux candidats d'analyser et de remédier aux lacunes et aux obstacles liés à l'inclusion en cours de mise en œuvre. Maintenant, je passerai la parole à David afin de couvrir les annexes. Très bien, merci. Voilà, merci bien. Donc maintenant, nous allons parler de l'annexe de transition qui est donc nécessaire dans certaines occasions et qui porte principalement sur la façon dont la couverture des services sera maintenue et dont les gains réalisés contre les maladies seront maintenus, alors que ces composants passent vers le financement domestique et vers la mise en œuvre des programmes. Vous devez noter que certaines questions ne doivent pas être répondues si d'autres modalités de paiement sont utilisées et vous pouvez donc vous référer aux instructions pour trouver les détails et pour voir quelles sont les questions qui ne sont pas donc nécessaires dans ce cas-là. Questions des annexes A et B. Eh bien, la demande de transition, de fonds pour la transition, peut inclure des activités pour améliorer la pérennité et pour améliorer l'efficacité de services prêtés aux populations vulnérables. La mise à échelle aussi de certains acteurs, par exemple les organisations communautaires, aussi penser à des données pour le financement du programme, les marchés, les achats publics, le renforcement des processus d'achat ou alors le renforcement de la pérennité et du financement de soutien au programme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être inclus là-dedans. Et nous avons une session le 30 novembre, oui, une session le 30 novembre où les collègues qui se centrent sur le financement vont parcourir cette annexe dans le détail par rapport donc à ce financement innovant pour la pérennité et ils vont vous parler de quel type d'activités peuvent être inclus dans les plans pour la transition, indépendamment du stade de transition dans lequel se trouve le demandeur. Les questions C, D et E, eh bien, ces questions décrivent les activités spécifiques qui sont identifiées dans le plan de travail de transition. On parle également de la source de financement pour ce type d'activité. Les demandeurs doivent prévoir les défis qui pourraient éviter une transition en douceur et ils doivent aborder ces défis. Et la question numéro E, la question E parle de fonctions principales qui restent, comme par exemple les achats, d'autres activités qui peuvent être absorbées par les autorités de la santé. Donc, comme par exemple les achats, le suivi, l'évaluation et comment tout cela peut être absorbé, comme je le dis, par des autorités nationales et comment cela peut être financé par la suite. Donc voilà, c'était l'annexe de transition, c'était bien concis. Nous avons également d'autres annexes qui sont requises pour les portefeuilles ciblés pour la transition. Nous allons nous centrer maintenant sur les annexes qui sont requises. Et parmi les annexes requises, tout en haut, vous avez les annexes qui vous seront déjà familières. Et puis, sur la file du milieu, nous avons les nouvelles annexes ou alors les annexes qui ont été mises à jour. Et finalement, sur la ligne du bas, vous avez des annexes de référence ou des annexes de compilation. Nous parcourons les annexes à un plus haut niveau avec l'équipe du pays, si vous avez des questions détaillées là-dessus. Maintenant, nous avons l'annexe du cadre de performance qui nous donne des indicateurs d'impact, de résultats de couverture. Et
Excusez-moi, mes notes sont bloquées. Et voilà, les mesures de suivi doivent être indiquées si elles sont disponibles. Et il faut dire aussi que la plupart des interventions maintenant portent sur les populations. Et là, nous avons un module, par exemple, qui a différentes interventions pour des personnes, la population carcérale, les réfugiés, les communautés minoritaires, etc. Donc voilà, un module avec différentes interventions adressées à différentes populations. D'autres améliorations du cadre de performance incluent donc le reporting de tout cela. Et il y aura d'ailleurs un webinaire sur le cadre de performance. Nous attendons ce webinaire peut-être pour janvier 2023. Maintenant, nous avons un autre annexe, le budget détaillé qui est attaché au cadre de performance et qui nous parle donc de l'allocation de ce financement. Et ce budget détaillé est demandé de façon annuelle et non pas trimestrielle. Et ça doit être produit par l'équipe du pays avec la lettre d'allocation et c'est pareil que pour le cycle précédent. Et en fait, nous allons également prévoir une session, un webinaire en janvier 2023 pour vous parler du budget détaillé. Nous avons également la demande de financement hiérarchisé au-delà de la somme allouée qui est présentée avec la demande de financement. Et puis là, on souligne différents modules que le CCM va mettre en œuvre si les fonds sont disponibles. Cela inclut des fonds et des actions priorisées inclus dans le PAR. Et donc, là, vous avez cette demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme allouée, d'au moins un élément obligatoire avec chaque demande de financement. Et on peut voir que, de façon similaire au cadre de performance et au budget, ce PAR est établi par l'équipe du pays, par les demandeurs et en fait, on inclut tout cela dans la demande principale de financement et le PAR est un document à présenter de façon obligatoire dans la demande de financement, même s'il y a un seul élément. Les demandeurs peuvent aussi ajouter un PAR additionnel, mais seulement sous l'accord du Fonds mondial et dans des cas très spécifiques, c'est-à-dire si cela est justifié par les changements significatifs du contexte du pays ou alors lorsqu'il y a des attentes spécifiques que d'autres fonds soient mis à disposition. Sinon, le PAR aussi peut être mis à jour et si c'est le cas, eh bien, il faut bien considérer cette mise à jour avant de faire la demande de financement. Maintenant, le tableau des lacunes programmatiques, ces tableaux résument donc les programmes et ces tableaux montre les changements qui seraient atteints par les contributions externes et domestiques avec aussi les soutiens du Fonds mondial et on montre également les écarts pour arriver à l'impact souhaité. Et puis tout ceci nous aide énormément pour voir quelle serait la priorisation de l'allocation et ce qui devrait faire partie du PAR. Dans ce nouveau cycle, nous avons un nouveau tableau pour les travailleurs communautaires et les tableaux ont été alignés avec le guide, avec le manuel, par exemple pour la maladie, pour le malaria grave. Et puis voilà, ils ont été alignés. Nous avons également le tableau des paysages de financement qui a été raffiné et amélioré et qui montre les besoins de financement totaux du programme, que ce soit par des ressources domestiques, par des donateurs externes ou alors par le financement du Fonds mondial. Et puis cela nous montre combien d'argent sera nécessaire pour financer le programme de santé. Et puis ça montre également les tendances sur le financement des interventions spécifiques. Et ceci est très important pour la pérennité des programmes, surtout
surtout pour les populations vulnérables. Et pour ce cycle, nous avons également une nouvelle page sur les produits de santé ainsi que les années additionnelles de dépenses de cofinancement pour mieux voir les tendances. Les tableaux des données essentiels. Eh bien, voici une feuille de calcul sur les contextes du pays et les contextes épidémiologiques. Les demandeurs doivent valider certaines sections avec des données complétées et fournir également d'autres informations. Ces tableaux ont été mis à jour pour inclure d'autres éléments à compléter. Ces éléments donc sont établis en fonction des points essentiels du programme. Là, maintenant, si on voit les éléments essentiels du programme et les approches critiques, eh bien, ces éléments essentiels programmatiques sont des interventions et des approches clés fondées sur des données probantes visant à atteindre les objectifs ambitieux énoncés dans les plans mondiaux. Les approches critiques sont les spécifications et interventions en faveur des SRPS financées par le Fonds mondial. Et ces éléments essentiels, ces approches critiques nous permettent d'avoir une approche basée sur l'évidence et sur les bonnes pratiques. Pour les programmes de tuberculose et VIH, eh bien, ces données sont nécessaires dans les tableaux des données essentielles pour comprendre la base de référence. Pour le paludisme, il est utile pour éclairer la stratégie et vous aurez plus d'informations sur ces programmes essentiels et sur les approches critiques. Et comme cela est indiqué par la stratégie, nous avons également les personnes et les communautés au centre de tout ce que nous faisons. Et une façon de faire que cela prenne vie, c'est de donner des voix et d'agir en ce sens. Une opportunité de faire cela, c'est de parler des attentes de la société civile et des groupes communautaires par rapport aux 20 domaines qui ont été envisagés, par rapport aux investissements qui auraient le plus grand impact à partir de la perspective de la société civile et de ces communautés. Alors, on va demander à ces communautés donc de s'exprimer et c'est important de discuter sur ce que sont ces priorités. Et puis, c'est aussi un apport très important pour le mécanisme de coordination du pays, pour savoir comment élaborer la demande de financement. Et puis, ça donne aussi des idées au secrétariat, comment exprimer ses besoins et comment voir quelle est l'allocation, aussi envisager le par exemple, et voir quelle est la mise en œuvre. Et c'est un exercice très utile aussi pour le partenariat, pour le prochain cycle de financement. Nous avons également le descriptif de dialogue au niveau du pays qui décrit le processus entrepris pour participer à un large éventail de parties prenantes au dialogue au niveau du pays. Et l'évidence par rapport à l'inclusivité, par exemple, doit être captée ici, mais cela ne doit plus être présenté au Fonds mondial, à moins que ce ne soit demandé par celui-ci. Et les plans stratégiques nationaux, eh bien, le modèle financement fondé sur l'allocation met l'accent sur l'alignement sur les processus nationaux et vise à encourager l'élaboration des plans stratégiques nationaux solides. Et ainsi, nous parlons de l'appropriation du programme par les pays et nous parlons des plans stratégiques nationaux. Mais il y a aussi d'autres documents qui ont été adoptés par des pays et qui doivent être considérés. Et on vous les montrera sur la diapo. Des documents additionnels supplémentaires relatifs au cofinancement. Les documents essentiels sont envoyés au début de la démarche. Là, vous avez les informations. Idéalement, ceci a été envoyé au moment de l'approbation, mais les lettres d'allocation sont une exigence pour les portefeuilles. Donc, ces documents supplémentaires peuvent inclure des documents concernant les subventions actuelles, comme par exemple des rapports de dépenses. Et ceci, essentiellement, sera utilisé pour vérifier la conformité avec les conditions exigées. De nouveau, ce sujet, comme le cofinancement,
tout comme d'autres critères de pérennité, etc., feront l'objet d'autres sessions, en particulier la session, le webinaire que nous aurons le 30 novembre. Ensuite, nous avons la validation de la demande de financement par l'instance de coordination nationale. Les candidats doivent apporter la preuve que chaque membre de l'ICN a approuvé la demande de financement finale. Et puis aussi, par rapport aux conditions de l'admissibilité, nous supervisons les deux premiers concernant le dialogue au pays inclusif et le principe de transparence pour la sélection des récipiendaires principaux. Et puis, nous avons ce petit rappel pour vous assurer que les contacts sont informés et que tout est complété avant la demande des documents. L'ICN ou les points focaux du secrétariat peuvent faire des changements nécessaires, le cas échéant, en demandant une demande de changement à travers le portail. Et puis aussi, les équipes pays peuvent peut-être vous contacter pour vous demander de mettre à jour ces informations. Maintenant, les annexes supplémentaires. Voyons maintenant les annexes nécessaires pour certains candidats. Ensuite, vous avez aussi des annexes qui sont obligatoires dans certaines situations. Ensuite, vous avez les annexes requis pour les portefeuilles ciblés. Et puis, en bas, nous avons d'autres annexes qui sont optionnelles, qui peuvent être envoyées si disponibles. Et encore, les annexes optionnelles en fonction de la mise en place des programmes. Ensuite, la cartographie des modalités de mise en œuvre. Ceci offre une présentation visuelle des liens entre les financements, les organisations et les programmes visés par une subvention ou un groupe de subventions. Et ceci est obligatoire lors de la demande de financement s'il s'agit du même récipiendaire principal. Et il peut être envoyé au moment de l'établissement des subventions s'il s'agit d'un nouveau récipiendaire principal. Et par rapport aux documents sur le financement innovant, les documents exacts dépendront des mécanismes utilisés. De nouveau, si vous êtes intéressé au financement innovant, veuillez donc participer à la session du 30 novembre. Nous avons également les documents pour le soutien de la pérennité et des transitions. Ceci peut inclure le plan de travail de transition, les évaluations de l'état de préparation. Et donc, si ces informations sont disponibles pour les candidats, ceci peut être soumis, mais ceci peut être demandé pour les pays en transition. Si ceci n'est pas disponible, mais il y a d'autres documents qui sont disponibles qui prouvent justement ce soutien de la pérennité des transitions, vous pouvez les présenter aussi. Et vous devez également inclure des matériels qui soutiennent justement ou qui attestent des travaux qui ont été réalisés pour l'enforcement de la pérennité et ou la préparation en vue de la transition. D'autres documents qui peuvent être fournis si disponibles, comme par exemple l'évaluation relative aux droits humains, pour évaluer les programmes actuels visant à lever les obstacles liés aux droits humains. Tout ceci, si c'est disponible. Nous savons que vous avez déjà travaillé à certaines évaluations et afin de lever ces barrières et d'améliorer l'égalité des genres. Donc, si ces évaluations sont disponibles, veuillez les attacher à votre demande, particulièrement par rapport à l'évaluation des questions de genre. Si possible, vous devez fournir ces évaluations. Aucun document ou formulaire type n'est nécessaire ni pour l'évaluation relative aux droits humains, ni pour l'évaluation des questions de genre. Mais ceci est important si vous voulez avoir un score élevé dans le marqueur dont nous allons parler sur le slide suivant. Ce marqueur de l'égalité des genres est donc considéré dans cette période d'allocation. Il s'agit d'une liste de vérification afin de pouvoir faire un suivi des subventions et comment ils ont contribué à l'amélioration de l'égalité de genre pour cette période. Ce score MEG seront passés en revue ou évalués par le comité technique d'examen. Et le but, c'est d'établir un niveau de base. Les candidats ne seront pas pénalisés s'ils ont un score bas, mais au lieu de cela, ils auront des domaines spécifiques qu'ils devront améliorer pour le cycle suivant.
Maintenant, l'annexe sur les lacunes et les priorités des SRPS. C'est un nouvel annexe qui encourage toutes les communautés à avoir une discussion conjointe sur les SRPS et les lacunes. C'est un outil qui n'est pas nécessaire ou requis pour les portefeuilles ciblés. Si vous regardez la liste, les instructions, vous allez voir que ceci n'est pas là, mais c'est une ressource très importante. Cependant, elle peut être utilisée et utile pour certains portefeuilles ciblés. Et bon, le fait, c'est d'avoir une approche conjointe pour nous assurer que tout est aligné aussi par rapport au SRPS. Et ces investissements peuvent compléter les programmes de financement nationaux et cette complémentarité peut être mieux coordonnée à travers l'utilisation de cet outil. Cet outil sera traité davantage ou a été traité dans la session qui a eu lieu il y a quelques semaines. Vous pouvez télécharger l'enregistrement et ainsi que les diapositives. Finalement, le dernier annexe, c'est l'évaluation de l'exploitation de la violence, des atteintes et du harcèlement sexuel. Nous voulons continuer à explorer comment nous pouvons nous protéger et protéger les communautés contre ces exploitations, cette violence, ces atteintes. Et c'est ce qu'on appelle le SEAH en fonction, enfin, par les sigles anglaises. Et donc, les détails sur les pays sélectionnés, le type de notification, le type de support fourni, eh bien, tout ceci, vous l'aurez bientôt. Et voilà, pour les autres pays, il y a un formulaire qui est déjà disponible sur notre site web si les pays souhaitent commencer à y jeter un coup d'œil pour commencer à considérer la manière dont ils peuvent s'assurer que leur programme protège cette protection accrue. Et puis, les pays sélectionnés pour le pilote on va communiquer avec eux souvent. Alors, pour terminer, je vous promets, nous avons ce petit rappel concernant les dates de dépôt des demandes de financement et de révision des réunions du comité technique d'examen des propositions en 2023. Nous tenons à vous rappeler, lorsque vous considérez quoi présenter, eh bien, nous vous conseillons de vous assurer que vous avez suffisamment de temps pour la préparation, pour la demande des subventions. Nous savons qu'il faut des fois entre 6 et 9 mois pour la préparation en fonction du contexte du pays. Notre recommandation, c'est de vous assurer que vous avez suffisamment de temps entre la signature et le début de la prochaine période de mise en œuvre pour compléter la préparation à la mise en place. Vous devez vous assurer que tous les sous-récipiendaires sont prêts à démarrer le jour numéro 1. Et ceci veut dire que la subvention doit être signée un mois ou 2 mois avant le début de la mise en place. Et avec ce tampon, entre ces deux moments, vous permettrez d'être bien préparé pour ce nouveau cycle. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, déjà, avant d'avoir même reçu la lettre d'allocation, vous pouvez déjà commencer à faire l'analyse de l'évaluation des droits humains, le tableau de lacunes programmatiques, etc. Vous pouvez commencer à analyser ces données et comme ceci, ce travail sera déjà fait lorsque vous allez recevoir la lettre d'allocation vers la fin de l'année. Voilà, sur cela, nous allons passer aux questions. Je peux voir que nous avons déjà reçu quelques questions. Donc, avant d'afficher ce slide des questions, je vous rappelle que nous avons un document de questions le plus fréquemment posées, disponible en anglais, français, espagnol sur notre site web. Nous avons également le manuel de candidat qui a été récemment publié, qui contient également beaucoup de réponses à vos questions. Et les traductions en anglais, en français et en espagnol seront disponibles bientôt. Et puis, si vous avez d'autres questions après cette session, vous pouvez nous envoyer par email. Les questions qui seront posées aujourd'hui seront utilisées pour actualiser le document, la liste de questions fréquemment posées. Donc, vous pouvez toujours regarder cette liste comme référence à partir de maintenant. Voilà, passons maintenant à la diapositive de questions. Alors, question numéro 1. Comment le Fonds mondial soutient les ONG pour l'assistance technique, le dialogue et les activités liées? Je vois que mon collègue Gilles va m'aider à répondre à cette question. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, c'est une très bonne question. Merci. J'avais déjà répondu en français dans le chat, mais le Fonds mondial a plusieurs mécanismes
pour soutenir les ONG et j'irai au-delà des ONG, je dirais même, j'inclurais même les organisations basées et gérées par les communautés, surtout les populations clés. Donc, nous avons plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que nous avons un mécanisme d'assistance technique spécifique, c'est ce qu'on appelle l'initiative de la stratégie. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur le site web du Fonds mondial. Vous allez voir comment pouvoir avoir accès à ce mécanisme d'assistance technique. Il s'agit d'un mécanisme d'assistance technique pour soutenir les communautés dans le sens le plus large du terme, pendant le dialogue au niveau du pays et pendant toute démarche, tout processus. Ces processus qui sont tellement importants dans le contexte du Fonds mondial et la lutte des droits à la maladie. Donc, ceci comprend l'assistance technique pour aider les communautés à se rassembler et préparer leur liste de priorités, par exemple, pour cette demande de financement. Mais ceci inclurait également tout le support dont les communautés peuvent avoir besoin pour obtenir des données, pour analyser les données au niveau pays, afin de vous aider vraiment à plaidoyer pour vos priorités pendant le dialogue au niveau du pays. Et puis, je ne sais pas, ou peut-être moi-même plus tard, je pourrais mettre sur le chat le lien sur le site web où vous pourrez trouver toutes les informations sur ces mécanismes d'assistance technique pour la communauté. Une autre manière à travers laquelle nous aidons les communautés, les organisations basées sur la communauté, c'est à travers les subventions. Donc, vous allez voir que dans le dossier de candidature, vous allez voir qu'il y a le cadre modulaire et les notes d'information. Et vous allez voir que là-dedans, nous incluons des interventions qui incluent, par exemple, le monitoring basé sur la communauté, le renforcement des capacités institutionnelles des organisations basées et portées par les communautés, et des ONG, mais nous soutenons également le plaidoyer, la recherche et la mobilisation sociale. Alors, toutes ces interventions sont admissibles dans les subventions du Fonds mondial. Dans ce cycle actuel, nous en soutenons pas mal et nous souhaitons augmenter davantage nos investissements dans les systèmes communautaires. Vous allez trouver toutes les informations concernant exactement quelles interventions, de quoi nous parlons exactement, qu'est-ce qui est admissible, que devriez-vous peut-être considérer dans vos ICN pour inclure dans votre demande de financement. Voilà, c'est une autre manière à travers laquelle nous fournissons notre support. Et puis, je dirais aussi que nous fournissons du support parce que nous donnons davantage de visibilité, une voix aux communautés, parce que comme vous l'avez écouté, comme vous le savez, nos ICN doivent également inviter les communautés à la table. C'est une condition, en fait. Et en faisant cela, le partenariat du Fonds mondial donne aussi cette opportunité aux ONG et aux organisations communautaires à siéger, à s'asseoir, à participer à ces réunions et donc à ce qu'elles aient leur voix et expriment leurs priorités pendant le début du processus. Voilà, David, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Je vais m'arrêter sur cela. Oui, merci, Gilles. En fait, puisque vous êtes, pendant que que vous avez la parole, je pense que nous pourrions répondre à la question numéro 3. Y a-t-il une condition que les 20 priorités identifiées par la communauté soient financées? Oui, merci. Merci pour cette question. C'est une question qui nous est posée souvent. Alors, la réponse brève, c'est non. Il n'y a pas de condition, aucune obligation que ces 20 priorités identifiées par la communauté soient financées. Cette annexe, l'objectif plutôt de cette annexe est vraiment de faire en sorte que les communautés se rassemblent et qu'elles identifient au maximum 20 priorités. Il pourrait s'agir de moins de priorités. Comme je l'ai écrit dans ma réponse dans le chat, je pense que ces priorités, si elles sont bien focalisées, eh bien, il y a de fortes possibilités qu'elles soient incluses dans la demande de l'ICN. Donc, la réponse courte, c'est non, ce n'est pas obligatoire. C'est une annexe que les ICN va utiliser. Ceci aura été produit par les communautés pendant le dialogue au niveau du pays. Ceci va être partagé avec l'ICN. Ceci va être attaché aux demandes de financement lorsque l'ICN va envoyer le dossier au Fonds mondial. Et ceci sera utilisé par les équipes du Fonds mondial lorsque nous allons passer en revue la demande de financement pour évaluer si jamais il y a des lacunes critiques capturées par les communautés dans leurs priorités. Donc, ceci sera extrêmement utile, mais il n'y a pas de
condition obligatoire et donc ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire non plus ni exiger que ces 20 priorités soient financées. Merci, Gilles. Je vais passer la question numéro 2 à Svetlana et peut-être Lindsay si vous souhaitez bien répondre. Alors, est-ce que l'annexe sur la transition est le seul annexe qui est exclusif pour les demandes de portefeuille ciblées pour la transition? Alors, pour cette approche, nous avons cette annexe spécifique aux transitions et les candidats doivent également envoyer leur plan de travail et leur évaluation. Pour les autres annexes qui sont similaires à la révision complète, cependant, concernant l'examen complet, ceci n'est pas obligatoire. Vous devez les envoyer si vous les avez disponibles. Donc, ceci, c'est à envoyer si disponible. Et pour l'annexe spécifique à l'RSPS, à l'SRPS, pardon, nous vous encourageons d'envoyer ces informations si vous les avez disponibles. C'est tout. Merci. Svetlana. Et je pense que Lindsay devrait répondre à la question 4 et 5. Quand est-ce que les ICN seront informés sur le type d'application de formulaire à utiliser? Et j'essaierai de répondre brièvement à la question 5. La question dit, j'ai entendu dire que certaines équipes pays du Fonds mondial ont déjà commencé à engager des consultants et ont commencé à réaliser des évaluations de préparation de transition. Est-ce que ces ICN auront le temps nécessaire pour pouvoir engager l'assistance technique des équipes techniques du Fonds mondial pour réaliser les évaluations qui doivent être incluses comme une partie de la demande de financement? Voilà, c'est une longue question, mais elle était affichée sur l'écran. Alors, David, vous voulez que je réponde à la question 4? Oui, allez-y. Alors, la question 4 concerne ou dit quand est-ce que les ICN vont savoir quel type de formulaire utiliser? Qu'est-ce qu'ils doivent remplir comme formulaire? Eh bien, la réponse courte à cette question, c'est que les candidats seront informés dans la lettre d'allocation. Nous espérons que nous pourrons envoyer ces lettres en décembre, comme nous l'avons fait dans des cycles de financement précédents. Il faut noter que le board, le Conseil du Fonds mondial, doit toujours prendre une décision sur les sources de financement pour les allocations. Ceci ne s'est pas encore produit, donc les allocations n'ont pas encore été déterminées. Donc, nous n'avons pas toujours complété l'analyse en soi pour pouvoir prendre une décision sur les approches d'allocation. Cependant, nous espérons que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir faire ça et que ces lettres d'allocation seront envoyées en décembre. Cela dit, il y a différents facteurs que les candidats peuvent commencer à considérer pour qu'ils sachent probablement quel est le formulaire à utiliser. C'est par exemple leur catégorisation, leur classement de portefeuille. David, pouvez-vous trouver dans les slides de support un slide qui montre la catégorisation de portefeuille pour la période d'allocation actuelle? Le Fonds mondial ou cette catégorisation du Fonds mondial est actualisée tous les 3 ans pour chaque période d'allocation. Donc, cette catégorisation du Fonds mondial sera également actualisée le mois prochain après les décisions sur les allocations et sera publiée sur le site web du Fonds mondial dans le manuel. Et donc, c'est un document qui sera disponible publiquement. Mais cela dit, généralement, les pays qui font partie de cette catégorisation ne changent pas. Donc, il est fortement probable que les pays qui sont réadmissibles pour l'allocation du Fonds mondial, qui appartiennent au portefeuille ciblé maintenant, vont rester là-dedans. Et donc, vous pouvez assumer que vous allez utiliser ce type de demande. Ici, vous pouvez voir, nous avons cette catégorisation. Nous avons la catégorisation du groupe ciblé, Focused. Ici, nous voyons qu'il y a 49 pays
eh bien, cette cohorte de candidats peuvent supposer qu'ils vont devoir utiliser ce type de demande parce que c'est un formulaire utilisé pour le portefeuille ciblé et pour ceux qui vont utiliser le portefeuille adapté à la transition. Et puis les demandeurs qui font partie de la colonne essentielle, eh bien, ils feront partie de la révision complète et de la reconduction du programme ou alors de la stratégie, des plans stratégiques nationaux. C'est-à-dire que si on parle de la demande ciblée aujourd'hui, eh bien, je vais me référer seulement au groupe de gauche. C'est les pays qui doivent utiliser cette approche pour leurs demandes. Donc voilà, c'est la réponse à votre question. Merci David. Et puis maintenant, par rapport à la question numéro 5, comme nous le disions auparavant, la demande adaptée à la transition, eh bien là, il y a différents critères par lesquels le Fonds mondial va demander à un pays d'utiliser ce type de demande-là. C'est-à-dire c'est la demande ciblée dont on a parlé, plus l'annexe de transition. Et là, on s'attend à ce que les candidats pensent et partagent avec le Fonds mondial, lors de la demande, leur évaluation de l'état de préparation et leur plan de travail pour la transition. Il n'y a pas de formulaire standard pour le faire. C'est juste une information importante pour le pays et à laquelle il faut s'anticiper afin de pouvoir compter sur la subvention du Fonds mondial, mais aussi de se débarrasser de cette subvention au cours des périodes à venir. C'est-à-dire, par rapport à la question, si on demande cette évaluation de l'état de préparation et s'il y a le temps pour faire cela, eh bien, moi, je vous dirais honnêtement, oui, cette évaluation de l'état de préparation requiert une certaine réflexion, de collecter des documents, mais ce n'est pas simplement une tâche à faire qui demande une assistance technique, même si l'assistance technique peut être utile. Et je dirais que c'est le pays de la fenêtre numéro 1, mais il y a du temps. Et pour les pays qui font la demande adaptée à la transition, eh bien, ils ont également un autre cadre temporaire basé sur le cycle et la fin du cycle. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ceci répond à votre question, Anthony. Et si vous avez d'autres questions ou demandes de clarification, je serai très contente d'y répondre. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat, mais s'il y en a, bien sûr, vous pouvez les écrire sur le chat en anglais, français, espagnol. Nous serons très contents d'y répondre. Donc voilà, on attend s'il y a d'autres questions, mais je vous rappelle aux personnes qui ont participé aujourd'hui, il y aura un enregistrement de la session d'aujourd'hui qui sera disponible dans iLearn en anglais, français, espagnol, ainsi que la copie des diapositives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas reçu les diapositives, vous pourrez les télécharger par le biais de cette plateforme iLearn. Et puis, il y aura également ces questions documentées qui sont déjà disponibles en ligne. Et ce sera donc disponible également sur le site web du Fonds mondial. Eh bien voilà, je ne vois plus d'autres questions, ce qui indique que, voilà, soit on a été très clair, soit tout le monde est très occupé. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de questions additionnelles à répondre, eh bien, je pense que nous pouvons clore la séance. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère vous revoir dans de prochains webinaires, le webinaire d'ailleurs sur la pérennité et sur l'approche adaptée à la transition. Merci beaucoup et on se revoit bientôt.